Joël Roy, bonjour, bienvenue au SILF, au Salon international de littérature, salon virtuel de littérature en langue française. Alors on a parlé de la France, on a parlé des États-Unis, puisque le Canada participe à ce salon, la Suisse, l'Europe, et surprise, même si vous êtes français, vous vivez sur un autre territoire qui fait partie de la France, mais qu'il faut atteindre à la rame ou à l'avion ou au bateau. Donc vous venez de Guyane, vous vivez en Guyane, je crois. Oui, je vis en Guyane, pas à temps plein puisque je partage mon temps entre la France hexagonale et la Guyane. Voilà, et vous allez nous faire le plaisir et l'honneur de, de nous offrir une conférence qui touche l'histoire de la Guyane en particulier, et qui parle d'un terme que l'on a tendance à oublier, qui est combien ou important, le marronnage, les marrons, qui sont en fait, si je ne me trompe, mais on triche un peu, vous me l'avez confié à Rocamadour, le marronnage, ce sont les anciens esclaves qui s'étaient réfugiés dans la région, je crois. Oui, alors les anciens esclaves qui ont quitté les plantations, il faut pas oublier que la Guyane et le Suriname étaient deux colonies très proches, séparées par un fleuve en fait. Et mais d'un côté, du côté du Suriname, qui était donc à l'époque la Guyane hollandaise, les colons étaient relativement riches et ne rechignaient pas à tuer un de leurs esclaves, même si ça devait leur coûter de l'argent. La colonie néerlandaise était parmi les plus féroces au XVIIIe siècle sur toute la planète. Oui. Alors que du côté de la colonie française, les colons étaient pauvres parce qu'ils étaient peu aidés par l'État, etc. Et donc, ils répugnaient à perdre leurs biens, entre guillemets, que représentaient les esclaves. Oui, c'est vrai que les Hollandais n'étaient pas tendres, ils l'ont prouvé d'ailleurs en Afrique du Sud. On se rappellera qu'ils étaient présents après les Anglais, mais c'est une autre histoire. Alors, on parle de marronnage, on parle de marron, mais il portait un autre nom, je crois. À l'époque, ils s'appelaient eux-mêmes Loweman. Loweman, c'était ceux qui prenaient le Lao Way, puisque leur langue est un créole à base lexicale anglaise. Lao Way, c'est-à-dire les chemins cachés, etc. Hein, donc voilà. Maintenant, de nos jours, ils se nomment eux-mêmes Bushinengue, c'est-à-dire toujours dans cette langue. Bushi, on comprend bien que c'est la forêt, le bush, et Nenge, euh, qu'on traduit en anglais que les colons traduisaient en anglais par nègre, et qui en fait dans leur langue veut dire homme. Donc, les Bushinengue, ce sont les hommes de la forêt. Voilà, et puis j'ai découvert en lisant vos propos, si j'ose m'exprimer ainsi, sur votre blog, j'ai lu qu'il y avait 6 groupes différents, ça je l'ignorais complètement, mais que chacun avec sa langue spécifique. Alors je me suis dit, tiens, la Belgique n'a rien à envier à la Guyane. Oui, d'autant plus que en Belgique, vous avez deux langues principales, si je ne me trompe, alors 3, qu'en Guyane, trois, pardon, excusez-moi, autant pour moi, je suis désolé. il n'y a pas de Euh, problème. On ne s'en sort pas nous-mêmes. alors qu'en Guyane, il y a une trentaine de langues qui sont parlées au quotidien. Des langues qui sont à la fois des langues exogènes, comme français tout en étant la langue officielle de la République est quand même une langue exogène par rapport aux peuples autochtones. Le brésilien, le portugais brésilien, l'espagnol, etc., etc. Mais également tout un tas comment dire, de langues qui se sont créolisées sur des bases lexicales
anglaise, espagnole, portugaise, avec des emprunts ben, un peu partout dans toutes les autres langues, c'est-à-dire des emprunts au français, des emprunts aux langues amérindiennes, des emprunts à au portugais, bien que la Guyane n'ait jamais été une colonie portugaise, mais de par la proximité du Brésil, on est arrivé à ces processus-là. Parce que je suis été assez étonné de voir qu'en fonction de la langue usitée, cette population va se retrouver, comment dirais-je, oserais-je utiliser ou hésiter le mot caste, ils seront considérés de façon sociale différente. Non, mais c'est un peu la vérité historique, puisque au moment où le grand marronnage a commencé, notamment dans la colonie néerlandaise, qui est l'actuel Suriname, donc qui est notre voisin avec lequel nous partageons, la France partage 500, plus de 500 kilomètres de frontières. Hein, donc ça n'est pas rien, c'est pas la frontière avec la Suisse, c'est pas la frontière avec l'Italie, c'est pas non plus pardon la frontière avec la Belgique. Hein, il faut savoir quand même que la France partage avec le Suriname 500 et quelques kilomètres de frontière et pratiquement 750 avec le Brésil. Donc la plus longue frontière que nous avons avec un pays étranger, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est le Brésil. Certaines personnes sont un peu en état de sidération quand on leur dit ça. Là, il y a une question que je voulais vous poser, c'est-à-dire revenir un peu aux origines. Nous savons que, évidemment, un certain nombre d'esclaves se sont enfouis. Ils avaient créé aux États-Unis, par ailleurs, un espèce de groupe de soutien, se sont enfouis. Et puis, il y aurait là, je travaille un peu sans filet. Vous avez les anciens esclaves, donc les anciens habitants de cette région, et puis des réfugiés, oserais-je utiliser ce mot, des réfugiés plus récents. Oui, ce sont effectivement, vous avez raison, des groupes sociaux et surtout pas des groupes ethniques, hein, parce que de différences ethniques, il n'y en a pas entre ces différents groupes. D'ailleurs, les différences culturelles sont très, très minimes également. Les différences linguistiques sont très minimes. Toutes leurs langues sont pratiquement toutes auto-compréhensible. Hein, donc, je veux dire, et en plus, il y a une langue qui s'est fabriquée, donc comme au départ peut-être comme un sabir, mais qui est devenue une véritable langue véhiculaire, qui est la langue du fleuve, donc qui est parlée de part et d'autre du fleuve Maroni qui fait la frontière entre la Guyane française et le Suriname par plus de 150 000 personnes quand même. Hein. Et si on compte la diaspora hollandaise, donc des citoyens surinamais qui ont émigré vers l'ancienne métropole qui était les Pays-Bas, je veux dire, on arrive, et la diaspora française, on arrive à pas loin d'un demi-million de gens qui parlent cette langue que nous avons pris la liberté d'appeler Mawina Tongo, c'est-à-dire la langue du Maroni, hein, de Tongo, comme je vous ai expliqué que c'était un créole à base lexicale anglaise, Tongo, la langue, et Mawina, qui est le nom du fleuve Maroni dans leur langue. Hein. Voilà, donc les différences, elles sont minimes, et en fait, elles trouvent leur origine dans le fait que il y a eu quand même une période où le nombre d'esclaves, donc de gens d'afro-descendants ou de gens juste ramenés d'Afrique, qu'on appelait les nègres d'eau salée, hein,
voilà, était la différence entre le nombre de colons et le nombre d'esclaves était tellement importante que les, on va dire, du côté de la colonie hollandaise, les planteurs ont commencé à craindre pour leur vie parce que naturellement, les esclaves qui s'échappaient revenaient dans les plantations nuitamment, la plupart du temps, pour voler de la nourriture, pour voler des femmes esclaves, parce que les femmes esclaves ne marronnaient rarement d'elles-mêmes parce qu'elles étaient toutes attachées par un ou deux ou trois enfants à la colonie. Donc, ils venaient, ils raptaient les femmes. Et donc, les colons se sont mis à craindre ces révoltes d'esclaves marrons, hein, ce qu'on appelait aussi les nègres marrons, et ont essayé de monter ces différents groupes les uns contre les autres en concluant des accords de paix avec l'un, mais sous condition qu'ils livrent les nouveaux échappés d'une autre colonie, qui les livrent au gouvernement colonial pour être punis et soit tués, soit ramenés dans leur colonie d'origine, à leur plantation d'origine, pardon. Voilà, donc, et ça a fini par faire des groupes sociaux différents selon les alliances avec le gouvernement colonial ou pas, et donc plutôt en fonction de leur localisation géographique. Parce que naturellement, le gouvernement colonial a essayé de passer des accords avec ceux qui étaient le plus proche des zones de plantation. Alors j'aimerais vous poser une question qui sort un peu de cette conférence, mais pour peut-être remettre les jalons. On a parlé de la colonisation hollandaise, la colonisation française. À quel moment la France a commencé à prendre la direction, ou en tout cas la direction administrative de la Guyane? XVIIe siècle, hein, ça date du XVIIe siècle. N'oublions pas que le Code noir a été promulgué par Louis XIV, bien qu'ayant été rédigé par Colbert en 1672, ou je ne vais pas dire des bêtises, enfin dans ces eaux-là. Hein. Et justement, l'administration française, comme on le dit bien, est administratif et requiert un certain nombre de documents et de procédures pour être citoyen à part entière. Rappelons que nous parlons de marronnage ou de marron, mais nous parlons aussi de citoyens français, puisque ce territoire est français. Et si je ne me trompe, en lisant vos documents, il y avait un problème administratif, c'est-à-dire que effectivement, il y a des personnes que l'on pourrait appeler, encore une fois, je peux me tromper, comme étant défavorisées, et certaines classes n'arrivant pas probablement à gérer ce côté administratif, se retrouvent quasiment comme des sans-papiers. Oui, tout à fait, mais c'est exactement le cas. Puisque des deux côtés du fleuve Maroni, c'est-à-dire aussi bien du côté Suriname, donc toute la partie est orientale du Suriname et la partie occidentale de la Guyane, c'est un même peuple, hein, une même langue, En plus, une même culture, un même territoire, un même pays. Simplement, il y a une frontière qui passe au milieu. Voilà. Ce sont les aberrations de l'histoire. d'aberration de la colonisation également, hein, Voilà, puisque tout les à pays fait. arrivent en pays conquis et tracent des frontières pour pouvoir se disputer d'un côté ou de l'autre de l'océan. Et donc cela pose un énorme problème on a parlé de marronnage, hein, donc qui prend sa racine de marron. On a défini clairement ce que c'était un marron et on arrive progressivement à ces personnes qui sont
sans papier, ça c'est péjoratif, mais c'est le cas, considérés comme résidents illégaux, pour ne pas dire clandestins, je vous cite, hein, et finalement, on arrive à une sorte de violence qui ne couvre plus là, qui s'exprime. Je crois que les gens qui sont les plus confrontés à cette violence sont les femmes ou qui subissent cette violence. Alors, les femmes subissent la violence et en même temps trouvent des moyens pour la détourner. C'est-à-dire que, bon, en fait, c'est très compliqué. Il faut retourner à cette histoire de un même peuple, un même territoire, une même langue, mais séparés par une frontière. Donc, si c'est un même peuple, ça veut dire qu'il y a des familles qui sont installées pour certains membres d'un côté du fleuve, pour d'autres membres de l'autre côté du fleuve. Donc, ça veut dire, on peut imaginer qu'un jeune homme voulant aller rendre visite à sa maman malade se retrouve même s'il est né et qu'il a la nationalité française, il se retrouve en terre étrangère en quelques coups de pagaie et vice-versa. C'est-à-dire que une personne, une femme enceinte, par exemple, étant donné qu'il y a peu ou tellement peu que c'est comme s'il n'y en avait pas d'infrastructure hospitalière du côté du Suriname, vient accoucher côté français, puisque nous avons un hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni qui s'écroulait presque, mais qui vient d'être reconstruit à neuf. Euh, donc, cette femme-là, résidente et de nationalité surinamaise, va se retrouver à venir accoucher en terre étrangère, si entre guillemets. Hein. Vous voyez, donc, on est dans une situation qui est très complexe. Et chacun vivant dans cette région, soit dans l'ouest guyanais, soit dans l'est surinamais, chacun va se trouver obligatoirement confronté un jour aux us et aux usages, si vous voulez, d'un pays certes proche, certes voisin, mais étranger. Et c'est étranger, d'accord, mais on parle tout de même d'une violence qui, qui sont presque innommables. On parle de viol aux femmes, on parle de violences commises dans des caves ou des impasses sombres. Enfin, ceci dit, il n'y a pas que en Guyane. Si on va dans certaines contrées de Belgique, de France ou des États-Unis, je dirais que c'est également le cas. Et on en parle justement actuellement avec le confinement, c'est la violence conjugale et la violence parentale. Oui, alors là c'est pareil, ce sont des choses qu'il faut regarder peut-être avec une lunette inversée. Bien sûr, ça existe, parce que les communautés bushinangé qui viennent, qui se mettent petit à petit à rallier les faubourgs des villes et se trouvent dans dans ce qu'il est convenu d'appeler de l'habitat spontané, c'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble fort au bidonville qu'on avait en France métropolitaine jusqu'au milieu des années 60. Hein, on va pas. Donc, des gens qui vivent sans eau, sans électricité, etc. Donc, on peut se poser aussi tous les problèmes de la réussite scolaire pour des enfants qui n'ont pas l'électricité chez eux. Comment vont-ils faire leurs devoirs, etc. Bon, vous voyez, la situation et il faut la regarder sous divers angles et en variant la focale à chaque fois. Alors, c'est vrai que ça existe, mais ça existe très peu. Je vais revenir un peu à l'origine de ces groupes qui sont des groupes afro-descendants, si vous voulez, viennent de pays ont été amenés, enfin leurs ancêtres ont été amenés
d'Afrique à un moment où l'islam était en train de s'étendre et de gagner tout l'Ouest africain. Donc les habitudes de polygamie étaient déjà installées, hein, et donc ils sont arrivés avec ces habitudes-là. Ça plus les situations à risque, parce que quand on était marron, combattant, qu'on avait à ses trousses les molosses, les chasseurs de nègres, etc., etc. Donc, il fallait faire des enfants. La survie du groupe dépendait du nombre d'enfants qui pourraient se lever un jour et protéger leurs parents vieillissants. Donc, les femmes qu'on raptait dans les, pardon, dans les plantations seraient les premières mères de guerriers libres, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que une femme dont l'homme était tué au combat contre les planteurs, elle était pratiquement assignée à prendre un autre homme tout de suite sans attendre pour refaire des enfants. C'était la survie de la communauté. Donc, les habitudes culturelles, on va dire, culturelles et religieuses d'un pays d'origine où l'islam commençait à imposer, si vous voulez, la polygamie, plus la nécessité de faire beaucoup d'enfants, font que ces sociétés sont maintenant des sociétés matrilinéaires et polygames. Alors, matrilinéaire, société matrilinéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme a un rôle absolu sur les enfants. Oui, un pouvoir absolu sur les enfants. C'est-à-dire que jamais un homme ne pourra prendre ses enfants à une femme, même s'il en est le père. Hein. Dans ces sociétés-là, le père est un pourvoyeur. La femme est protégée. Alors, naturellement, elle a des obligations. On veut, c'est elle qui doit aller sarcler le manioc à la bâtie, etc., etc. Mais l'homme est tenu, par contre, de lui défricher un abatis, de construire sa maison, de lui fabriquer une pirogue et de subvenir à ses besoins et aux besoins des enfants qu'il lui a fait. Et même aux besoins qu'il ne lui a pas fait, mais qui sont d'un précédent mari. Hein. À partir du moment où ces conditions ne sont pas remplies, la femme peut soit retourner dans sa famille, c'est-à-dire dans le lignage maternel, dans son lignage maternel, soit chasser son homme. Et pour ça, elle aura toujours le soutien de sa famille côté maternel. Toujours. Elles peuvent également devenir médiums et médecins. Elles peuvent également devenir médecins, oui, ça arrive parce que il y a beaucoup de femmes qui sont, comment dire, ce qu'on appelle dressiman ou dressihumain, c'est-à-dire celles qui connaissent les dressis, les remèdes, hein, donc qui connaissent les plantes, qui savent guérir, sachant que c'est une fonction à double tranchant, puisque les plantes qui guérissent sont souvent les mêmes que celles qui tuent. C'est une histoire de dosage. Hein, voilà. Euh, magicienne peut-être pas, en dehors de la connaissance des plantes. Non, par contre, elles ont d'autres fonctions qui sont là pour le coup très importantes, c'est-à-dire que très souvent, c'est une femme, une ancienne, qui est chargée de réguler toutes les, comment dire, toutes les cérémonies lors d'un deuil. Toutes les cérémonies, des obsèques, des rituels, l'interrogatoire du cadavre, etc., etc. Donc tout ça, c'est parfois par délégation une femme qui le fait. Et en général, quand cette délégation a été donnée à une femme
dans le village, elle la garde. Je vois également qu'une femme se retrouve de façon assez aiguë sous le contrôle du mari, je veux dire au niveau administratif et au niveau gestion journalière. Mon Dieu, quel lapsus. Euh, Ce qui implique pas mal de problèmes puisque peu de femmes, semble-t-il, ont accès aux études par leur travail à la maison et donc ils sont toujours sous la mainmise masculine qui est un peu quelque part contradictoire par rapport à cette espèce de statut matriarcal, mais le terme est peut-être mal usité. Mais je voudrais revenir un tout petit peu au sujet que nous avons effleuré. C'est vrai que vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à une population qui se base sur des traditions et qui est confrontée à une administration et cette administration est parfois tout à fait à l'opposé de ces traditions et donc ceci crée évidemment un stress ou une oui, creuse un fossé énorme entre la population et l'administration. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs causes à cela, hein. Non pas que les femmes aient été interdites d'éducation ou quoi que ce soit. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que euh, si on prend l'épisode malheureux de la guerre civile qui a eu lieu, qui a ravagé le Suriname il y a 30 ans, hein, de 86 à 91, de 1986 à 1991. Ce sont souvent les femmes qui ont fui avec les enfants et avec les vieux. Donc des personnes qu'on a appelées personnes provisoirement déplacées parce que vu la guerre civile sur les terres du Suriname, les gens traversaient le fleuve, quelques coups de pagaie toujours, et venaient se réfugier en France. Mais la France n'a jamais voulu leur accorder le statut de réfugié parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là fassent souche. Hein. Voilà. Donc, en fait, ces gens qu'on a appelés personnes provisoirement déplacées ont été placés dans des camps. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein, quelque chose qui est de l'ordre d'un grillage avec des poteaux pour empêcher les gens de sortir, ça s'appelle un camp. Hein. Donc, la France s'est encore montrée la patrie des droits de l'homme à ce moment-là. Euh, et donc, les quelques hommes qui étaient là, qui étaient souvent des hommes âgés ou pas tout le temps, mais enfin, c'était quand même la majorité. Les quelques hommes qui étaient là, bon, comme empêcher un bouchiningué de sortir, de le priver de liberté et de l'empêcher d'aller en forêt la nuit pour chasser, donc ils ont pas trop mal vécu quand même dans ces camps puisque tous les matins les hommes étaient là dans le camp, étaient de retour, mais avec des animaux qu'ils avaient tués pendant la nuit. Mais par contre, la chose un peu plus embêtante, c'est que comme on ne voulait pas qu'ils fassent souche, les enfants n'ont pas été scolarisés. Donc pendant quelques années, pendant 5 ans, les enfants qui se sont retrouvés dans ces camps n'ont pas été scolarisés. Et ces enfants-là, ce sont les adultes qu'on a maintenant, 30 ans après. Oui, justement, et si Donc, l'on voit les chiffres, excusez-moi, je vous interromps, si l'on voit les chiffres du chômage, par exemple, c'est effrayant. Hein. Aujourd'hui, je lis vos notes encore, 60% de la population est sans emploi, 70 ou 70 de jeunes de moins de 25 ans. C'est énorme. Et vous laissez également. je parle excusez-moi, c'est moi qui vous coupe à présent, je parle de l'Ouest guyanais. Dans le centre littoral, qui est un peu plus aisé, qui est un pays moins bouchiningué et plus créole ou plus blanc,
Ces chiffres ne sont pas, ils sont assez affreux, mais pas à ce point-là quand même. Là, je vous parle de l'ouest de la Guyane. Alors au niveau religieux, puisque la religion se mêle un peu de tout et de toutes les nations, évidemment, la Guyane n'échappe pas à ce côté mystique. C'est quelle tendance religieuse, vers quelle tendance religieuse se dirige-t-il? Oui, on va dire qu'au niveau religieux, jusqu'à un passé très récent, euh, le, on était arrivé à un syncrétisme assez équilibré entre les croyances africaines et on va dire, les croyances locales vues par les Amérindiens ou tout simplement parce que les dieux ramenés dans la tête des transportés sur les bateaux de traite négrière, ces dieux-là ne prenaient pas beaucoup de place hein, dans le, voilà, donc ils sont venus avec eux, hein, ils ont emporté avec eux leurs dieux, leurs croyances, etc. Et naturellement, au contact de la forêt, au contact de la vie difficile, au contact de beaucoup de choses, les croyances ont changé. Mais et puis il y a eu aussi quelques mélanges avec des croyances amérindiennes qu'on s'est appropriées, etc. Par exemple, si on prend les cérémonies Winti, Winti c'est un syncrétisme, mais la plupart des syncrétismes qu'on voit dans les îles Caraïbes, c'est un mélange de chrétienté, catholicisme ou, euh, ou protestantisme, et de croyances locales. Tandis que là, ils sont arrivés à fabriquer finalement un syncrétisme où il n'y a pas du tout de chrétienté. Hein, donc, c'est assez intéressant. Et on va revenir justement à cette population que vous me faites adorer, qui semble vraiment passionnante et passionnée, qui est confrontée malgré tout à pas mal de difficultés. Et mon Dieu, avant de juger, il faut souvent comprendre les difficultés par où passent les populations. Euh, c'est que je crois comprendre dans vos écrits et les conférences passées que justement la nouvelle génération est un espoir pour les générations plus anciennes et tout est relatif, c'est-à-dire que justement cette démarche pour les papiers, on l'a souligné tout à l'heure, est aidée grâce aux enfants ou petits-enfants. Par exemple, une jeune fille de 18 ans va aider sa mère à obtenir les papiers d'identité dont elle a besoin et pour lequel elle était incapable de faire les démarches. Est-ce que cela veut dire réellement, ou est-ce que c'est un fantasme personnel, est-ce que réellement ces populations ont l'espoir de l'avenir? Ils ont l'espoir de l'avenir tout en, tout en ayant une profonde répulsion pour ce qui pourrait entraver leur liberté. Ça, c'est leur héritage épigénétique. Hein. Euh, donc, autant, autant ils sont capables. Non, je vais prendre les choses par un, vous coupez ça, je vais prendre les choses par un autre bout. Euh, Tout à l'heure, je vous ai, oui, on parlait des personnes qui n'étaient pas, qui n'avaient jamais été scolarisées. Or maintenant, même dans l'Ouest, on va dire que euh, 90%, allez, des jeunes Français sont scolarisés, hein, puisque la scolarité est obligatoire pour tous les enfants français et même les autres, qu'ils soient. Mais là, on va dire que 90% des jeunes Français sont scolarisés. Bon, ce qui est beaucoup, ce qui n'a jamais été autant. Donc, effectivement, on voit dans des cas de figure, si vous voulez,
où je vous ai parlé de société polygame. Donc, un homme pouvait très bien, selon le droit français, s'il n'y a pas eu de mariage, si la femme n'a pas su aller à la mairie pour demander à reconnaître ses enfants, etc., l'homme, lui, il sera allé parce qu'il est en général, parce qu'il aura été aidé par un ami, par un frère, par un oncle, etc. Et sa femme, sa première épouse, n'y sera pas allée. Donc, c'est lui qui va toucher les allocations familiales. Pour certains hommes, ça se passe très bien parce qu'ils comprennent bien, ils savent bien que dans leur culture, l'enfant appartient à la femme, etc. Donc, certains reversent intégralement l'argent à la mère des enfants. Et puis, bon, à la marge, vous avez d'autres cas où ben, on va garder l'argent pour aller séduire une autre femme, pour la sortir, pour se montrer avec, enfin, et puis tout simplement pour obtenir ses faveurs. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, la femme est un peu n'est pas sur le même pied d'égalité que l'homme. Alors, c'est l'opposition entre le droit français et le droit coutumier, ce que j'ai coutume d'appeler l'opposition entre le pays légal et le pays réel. Vous voyez, mais bon, je dis ça parce que je suis très mauvaise langue. Voilà. Alors maintenant, comme 90% de cette génération, on va dire de 5 à 15 ans, 16 ans, est scolarisée, et bien souvent, c'est la jeune fille collégienne en troisième ou en seconde va aider sa mère, va remplir pour elle les papiers et la mère va obtenir une carte de séjour qui lui permettra de toucher elle-même les allocations familiales. Vous Alors, voyez? Joël Roy, vous êtes un passionné de la Guyane, je dirais presque un amoureux de la Guyane, et la Guyane vous le rend bien. Vous êtes écrivain prolixe, vous êtes conférencier également, et vous voyagez, vous partagez votre temps entre la France et la Guyane. Accepté au cœur de la Guyane comme un habitant, presque comme membre de peuplade, sans être péjoratif. Je vous remercie infiniment pour ces quelques minutes qui sont rapides. Hein. On a parlé à peu près 40 minutes, mais c'est très rapide et on voudrait continuer à vous écouter, à voir vos paroles. Vous avez écrit plusieurs ouvrages justement qui touchent au marronnage et pas que. Il y a certains romans qui sont déroutants. Tant par la qualité, mais aussi par le franc-parler de vos sujets. Alors là, la langue française se débrouillera avec ce que je raconte. Hein. Mais vraiment, vos ouvrages méritent d'être lus, d'être découverts. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé au SILF. Hein. Je rappelle qu'on retrouve vos œuvres sur le site du salon. On peut rencontrer l'auteur également en aparté. Si vous habitez le Canada, il y aura un décalage horaire. Alors, si jamais notre auteur venait à dormir, n'hésitez pas à lui envoyer un message, il le verra et pourra vous recontacter un peu plus tard. Donc ça, vous pouvez le comprendre et tout au long de l'année, vous serez présent sur le salon également et vous pourrez être joignable à certaines heures, à votre convenance, bien entendu. Vous ne devez pas être figé devant l'écran. Merci infiniment et à très bientôt, peut-être en France, en Suisse ou que sais-je, hein, puisqu'on se rencontre souvent sur le salon. Ma foi. Il faudrait pour l'instant attendre qu'un vilain virus se calme un peu et nous permette de, Revivre. de revenir un peu à une certaine mobilité qui pour moi est indispensable.